Comment ça va, Jeff? Ça va bien, toi? Numéro un, merci. Jeff, je regarde l'actualité internationale, puis je suis obligé de me poser la question suivante. Est-ce que la France et la Grande-Bretagne veulent partir en guerre contre la Russie? Ben, écoute, ça en a tout l'air, parce que quand tu regardes les propositions, les 28 points du plan de paix de Trump, tu sais, c'est un plan de paix qui s'est négocié directement avec la Russie, sans les Européens, mais indirectement avec l'Ukraine. Donc, préalablement, il y a eu des discussions avec Zelensky. Trump lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux dans dans un éventuel accord de paix? » C'est quoi tes non négociables? C'est ça. Puis Trump s'est fait un peu le porte-parole de Zelensky lors des négociations avec Poutine. Puis, moi, je remarque, entre l'accord qui est annoncé il y a quelques jours, puis les précédents, moi, je remarque que Poutine a mis de l'eau dans son vin. Il a fait un compromis sur un élément extrêmement important. Vous vous souviendrez, il y a plusieurs mois, il disait Zelensky, il est lié à la nazification du régime ukrainien. Donc, il doit impérativement partir. Ça ne peut pas être l'interlocuteur dans l'éventualité d'un accord de paix. Or, c'est plus une condition dans l'accord qui a été rendu public par les Américains au cours des derniers jours. Il y a un des articles qui mentionne tout simplement qu'au moment où il va y avoir la signature de l'accord, l'Ukraine va tenir des élections dans les 100 jours. Mais ça veut dire, si Zelensky veut se représenter, puis il est réélu président, ben pour Poutine, ça va être l'interlocuteur légitime de l'Ukraine avec qui il va poursuivre les négociations. Donc, il y a quand même cet élément-là qui a été pris en compte de la part des Russes. Maintenant, ceci dit, on s'entend, les Russes là, sont en train de remporter la guerre. Ils ont pris 2 villes importantes au cours des derniers jours, Pokrovsk, Kupiansk. Ils sont repassés à l'offensive dans la région de Zaporizhzhia. Ils sont à 25 km à peine de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Donc, eux autres, là, tout va bien sur le champ de bataille. Donc, on peut pas s'attendre à ce qu'ils baissent leurs culottes puis qu'ils fournissent eux-mêmes la vaseline. Hein? Ils ont le gros bout du bâton. Puis c'est la raison pour laquelle ils sont en mesure d'imposer davantage de conditions à l'Ukraine que vice-versa. Maintenant, les Européens, en retour, qu'est-ce qu'ils exigent dans le plan de paix amendé? Ils veulent que l'Ukraine puisse se joindre à l'OTAN, qu'on offre à l'Ukraine l'équivalent des garanties de sécurité qui serait l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN. Donc, je veux dire, Poutine, là, ça fait 25 ans puis Yeltsin aussi, avant lui, ça fait plus de 30 ans que les Russes critiquent l'extension de l'OTAN vers l'Est. Donc, puis comme les Russes sont en train de remporter la guerre, les Européens s'imaginent vraiment que Poutine va être prêt à accepter ce compromis-là. Ces gens-là, ils rêvent carrément en couleur. Puis en fait, puis vous avez certainement vu aussi au cours des dernières semaines, le chef de l'état-major de l'armée française a dit aux maires de France, qui se réunissent une fois par année, il leur a dit « On va devoir commencer mentalement à préparer les Français à ce que leur fils soit appelé sous les drapeaux, puis soit appelé à mourir dans l'éventualité d'une guerre contre la Russie. » Et on s'entend, ça c'est le chef de l'état-major de l'armée française, une armée qui n'a pas remporté une guerre contre un ennemi avec des bottes depuis 200 ans. Puis la France a à peine 100 chars d'assaut. Ils sont absolument pas prêts à faire face à une guerre de haute intensité contre la Russie. La police manque de balles, imagine l'armée. Hein. Ben oui, écoute, les manifestants sacent une volée à la police dans les rues. Là. Imaginez-vous à quoi ça va ressembler l'armée russe avec l'armée française. En plus, le gouvernement français, c'est un gouvernement occidental qui est pas... en fait, comment je dirais bien ça? Il n'y a aucune gêne à utiliser le mot conscription. Là. En fait, ils l'ont fait récemment. Moi, ma famille, la famille à ma blonde sont ici, sont au Québec depuis des lunes. Là. Son père est arrivé ici. Mais une des raisons pour lesquelles ils sont arrivés ici, c'était parce que les grands-parents à ma blonde voulaient pas de la conscription qui envoyait ces garçons faire la guerre en Algérie de façon obligatoire à l'âge de 17 ans. Là. Exactement. Oui, bien, je pense que c'est Jacques Chirac qui a été élu en 95. Dans les années qui ont suivi, c'est à ce moment-là qu'il a aboli le service militaire obligatoire. L'homme Macron a annoncé qu'il voulait le rétablir à nouveau. Puis il fait aussi appel à du recrutement volontaire en donnant des primes extrêmement faramineuses aux volontaires. On parle de 1 000 € par mois. Je veux dire, c'est absolument ridicule. Là. Un soldat russe qui signe un contrat d'engagement dans l'armée russe, c'est 3 000 à 4 000 piastres par mois. Là.
Écoute, je ne sais pas sur quelle planète les Européens vivent, mais ils ne vivent pas sur la nôtre, là. Puis c'est dangereux parce qu'ils sont comme des somnambules. Lentement mais sûrement, ils marchent vers la guerre contre une puissance nucléaire qui a 3 ans et demi d'expérience de conflits adaptés au 21e siècle avec les drones, etc., etc. L'armée française n'a absolument aucune connaissance de ce type de conflit-là. Là. Donc, si la guerre devait éclater demain matin, sans armes nucléaires, évidemment, mais un engagement conventionnel, l'armée française va se faire virer dans ses shorts. Puis l'armée britannique aussi. Si une guerre éclate demain matin puis que l'armée britannique est impliquée, je te pose la question, je ne le sais pas, je ne connais pas la réponse, Jean-François. Jusqu'à quel point le Canada va se sentir obligé de s'impliquer également? Jeff? J'ai perdu quelques secondes. À quel point le Canada va se sentir obligé de... Si mettons que l'armée royale britannique s'engage dans un conflit militarisé, est-ce que le Canada se sent obligé d'y aller? Ben, légalement, non, parce qu'on est indépendant depuis le traité de Westminster. Ça, oui. Mais il y aurait une obligation morale de venir en aide à nos alliés européens. Mais qu'est-ce qu'on pourrait fournir comme aide? On est en mesure d'envoyer à l'Ukraine. Des sous-marins. La dernière fois qu'on a acheté des sous-marins en Grande-Bretagne, les 4 sous-marins, ils ont pris l'eau. Les sous-marins ne peuvent même pas aller sous l'eau. On s'est fait arnaquer. Mais tu sais, plus sérieusement, qu'est-ce que l'armée canadienne pourrait raisonnablement envoyer comme force sur le champ de bataille? Ce serait une brigade au maximum. Oui, des éclaireurs. C'est ça qui fait la différence. C'est ça. Puis pour l'armée britannique, ça, c'est quelqu'un qui travaillait à l'époque au ministère britannique de la Défense qui m'avait fait cette confidence-là. L'armée britannique a l'équivalent d'à peu près 1 semaine de réserve d'obus d'artillerie. Ben voyons donc. Hein? Ben, tu sais, depuis la fin de la guerre froide, les pays occidentaux se sont jamais préparés à une guerre de haute intensité parce que nos ennemis, c'était des barbus dans le désert, c'était Ben Laden et compagnie. Donc, c'était des conflits très asymétriques. Donc, on a rapetissé les forces armées puis on s'est concentré sur les drones, par exemple, ou des commandos. Maintenant qu'on est en train de rentrer à nouveau dans un contexte de guerre de haute intensité, on n'a pas le manpower pour faire face à ce défi-là. Puis avant qu'on soit en mesure de faire face à ce défi-là, ça va prendre des années et des années avant qu'on soit en mesure non seulement de recruter des gens, puis on en a déjà discuté. Les Canadiens ne veulent plus s'enrôler dans l'armée canadienne pour différentes raisons. Premier défi. Deuxième défi, c'est de se rééquiper en conséquence et de s'adapter à la dynamique des conflits du 21e siècle, qui sont absolument pas ce qu'on a vu au cours du 20e siècle. Non. Mais t'es injuste, Jeff. Mais attends un peu, Jeff, tu parles de ça, puis ce matin, on a fait, dans le début du show, on parlait également de la publication Facebook, la publication Facebook et Instagram de l'armée canadienne, surtout de la base militaire ici à Courcelette, la base militaire de Valcartier, qui a fait une levée de drapeau pour le drapeau trans la semaine dernière. Ça fait énormément réagir. C'est à se demander, mais pourquoi ils font ça? Ben, parce que c'est dans le bon ton de l'époque. On est en 2025 au Canada. C'est dans le bon ton, visiblement pas dans le bon ton des militaires. Non, clairement pas. Puis vous avez... Tu sais, la dernière entrevue que j'ai faite avec vous sur l'armée canadienne il y a 2 semaines, là, je vous dirai pas le nombre de militaires qui m'ont écrit sur Messenger ou sur X pour me dire à quel point ils étaient contents que j'ai dit ce que j'ai dit parce qu'ils sont carrément écœurés. Puis c'est des gars qui sont à 6 mois de la fin de leur contrat d'engagement puis ils me disent, moi, hors de question que je rempile, là, parce que je suis carrément écœuré de me faire harceler à chaque semaine pour participer à un cours sur comment utiliser les bons pronoms avec monsieur, madame. Là. Ils ne sont pas engagés pour ça. Mais tu sais, la journée nationale des trans, ils ont célébré ça. C'était l'équivalent du 11 novembre. Là. Oui. Tu sais, Mais moi, la question le 11 novembre, on célèbre les gens qui ont sacrifié leur vie à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, les opérations de maintien de la paix. Mais qu'est-ce qu'on a célébré la journée des trans? Ça a été quoi le traumatisme? La journée où il n'y avait plus de tampons dans la toilette des hommes, puis qu'il y a 2-3 personnes là, qui sont tombées en dépression. Je veux dire, tout ça, là, ça crée un effet repoussoir pour les gens qui auraient le goût, peut-être, de servir dans les forces armées. Mais si tu leur envoies l'idée qu'en servant dans les forces armées, on va te bypasser pour toutes les promotions, pour les donner à la place à des personnes qui fitent dans les critères de la diversité, puis au lieu de t'entraîner dans des tranchées, puis dans la boîte, puis à tirer à la mitraillette, tu vas passer 3 heures par semaine dans des cours qui essentiellement, ça ressemble à des camps de rééducation en Chine, où on va t'apprendre à bien te comporter à l'égard des gens, des communautés,
activités diverses pour pas les offusquer. Excuse-moi, là, mais pas envie d'embarquer dans une affaire de même, là. Mais Jeff, on se demandait ce qu'on pouvait faire pour l'Ukraine. Dans une de tes anciennes chroniques, tu nous avais parlé à un moment donné du financement qu'on avait mis pour des activités de déminage qui tenaient compte de la sexospécificité pour un avenir durable en Ukraine. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est notre contribution. Ben, on n'est pas pire, Puis ça se rajoute à peu près 25 milliards que le Canada a envoyé depuis 3 ans et demi à l'Ukraine. C'est malheureux parce que je suis persuadé qu'on n'a pas demandé les factures, hein, puis qu'il n'y aura pas de vérification du vérificateur général dans une couple d'années pour savoir à quoi ça a servi cet argent-là. Là. Mais bon. Mais écoute, juste avant d'aborder le prochain sujet, on va écouter Raymond Bachand. La finalité, c'est pas d'équilibrer le budget. La finalité, c'est d'être heureux comme peuple. La finalité, c'est pas d'équilibrer le budget. La finalité, c'est d'être heureux comme peuple. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'on est de moins en moins heureux comme peuple. Ben oui, vous vous souvenez de la fameuse phrase de Jean Chrétien, « Le Canada est le plus meilleur pays du monde ». Oui. Ça, c'était peut-être vrai il y a 30 ans, mais les choses n'ont pas évolué positivement depuis. Parce que Chrétien utilisait le fameux indice de la qualité de vie pour soutenir son affirmation. Ça, c'est un indice qui utilise différentes données pour déterminer quels sont les meilleurs pays sur la base de la qualité de leurs soins de santé, la sécurité, l'avancement social, la sécurité d'emploi, l'état des libertés politiques, la qualité de la vie de famille, donc le nombre de mariages, le nombre de divorces, etc. Fait que, on fait un petit concours ce matin. Où se situait le Canada en 2013? Donc, à la fin de l'ère de l'époque Harper. Premier ou deuxième? Je dirais premier, moi. On se situe en 5e position. Okay. Derrière... On était bien pas. Derrière... écoute, on était quand même derrière la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis puis la Suède. Bon, okay. C'était pas mal quand même. Mais le Canada avait une note de 186. Fait qu'on poursuit le concours. En ce moment, en 2025, le Canada se situe où? 22. Pas loin, 27e position. J'allais dire 27. Avec une note de 170,5. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est les 26 pays classés devant le Canada. Puis il y en a certains dans la gang qui vont vous surprendre. Mais dans le top 5, tu as nommé l'Allemagne tout à l'heure. D'après moi, l'Allemagne a pogné une débarque aussi, là. L'Allemagne, les États-Unis, la Suisse et la Suède ont aussi pogné une débarque. Mais quand vous regardez là, les pays qui sont passés devant nous, c'est surprenant parce qu'il y a 30 ans, beaucoup de ces pays-là étaient soit dans la dèche du soviétisme ou étaient carrément en guerre. Fait que je vous les nomme. L'Estonie, la Slovénie, la Croatie, la Lituanie, la République tchèque et, oui, c'est pas une joke, en 25e position, l'Arabie saoudite. C'est une bonne nouvelle. Au moins, nos cousins français qui aiment se vanter d'être toujours les meilleurs que tout le monde sont encore plus bas que nous dans le classement. Fait que c'est toujours ça de gagner. Mais Jeff, sais-tu quoi? C'est pas grave parce que tous les pays que tu as nommés là est beau au hockey. Mais... oui, c'est ça. Au final... Mais ça, c'est la qualité de vie. Ça veut dire qu'il fait mieux vivre en Estonie, en Lituanie, en République tchèque, puis en Arabie saoudite. Puis c'est qui qu'il faut blâmer? Il faut le dire, là, c'est un phénomène global. L'Allemagne, les États-Unis, la Suède ont aussi baissé dans le classement, mais pas autant que le Canada. Dans le cas du Canada, clairement, le facteur Justin, l'idiot du village occidental pendant une décennie, ça y est pour beaucoup. C'est drôle parce que tu disais il y a des pays qui, il y a 30 ans, étaient soit en guerre ou soit dans un État ou sortir de l'État soviétique. Là. Moi, dans les pays que tu viens de nommer, il y en a 2 qui font partie du top 10 de la famille pour aller visiter, la Slovénie puis la Croatie. Fait qu'on est vraiment rendu d'un pays qui était en état de guerre à des pays où on veut absolument aller faire un tour, qui s'est développé une industrie touristique. Oui, passer nos vacances. Oui. Les plages sont merveilleuses, les gens sont accueillants. Puis c'est ça le truc aussi, ce sont des pays qui sont sécuritaires. Puis c'est ça qu'on est en train de perdre en Occident. La sécurité. Puis quand vous regardez, par exemple, c'est la fameuse pyramide de Maslow. Ça, c'est quels sont les besoins les plus fondamentaux que les êtres humains cherchent à satisfaire. Le plus fondamental, c'est le bien-être matériel. On veut un salaire, on veut de l'argent, on ne veut pas crever de faim. Puis le deuxième besoin, le plus fondamental, c'est la sécurité. Or, regardez ce qui se passe au Canada, en France aussi, l'insécurité est grandissante. Puis on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est le cas? Il y a différentes raisons pour ça, mais il y a aussi le fait que le bien-être matériel est en déclin au Canada puis en Occident. Moi, j'ai toujours dit, il y a toujours eu une règle non écrite dans les pays occidentaux, c'est mon père a eu une meilleure vie que mon grand-père, puis dans l'esprit de mon père, c'est que j'allais avoir une meilleure vie que lui. Maintenant, on se pose la question, est-ce que mes enfants vont avoir une meilleure vie que moi?
Ben, la réponse, c'est plus un oui automatique. Vous regardez là, beaucoup de jeunes dans la vingtaine, début trentaine, ils regardent la situation aujourd'hui au Canada puis ils se disent « Je ne serai jamais propriétaire. Je suis condamné à être locataire toute ma vie. » Le fonds de pension blindé de papa puis de grand-papa, là, ben moi, j'en aurai pas. Non. Ça se peut que je sois obligé de travailler jusqu'à l'âge de 75 ans sans être propriétaire. Puis si je suis pas propriétaire, je suis condamné pour être locataire. Ben, il y a des gens qui vont se dire « Je peux pas me permettre, entre guillemets, d'avoir des enfants. Parce que je veux pas faire grandir mes enfants dans un 3,5. Il faut qu'il y ait un terrain, une maison, puis je ne serais pas capable de me permettre ça. Donc, c'est impossible. Et je n'aurai pas de sécurité d'emploi. Je vais être condamné à vivoter d'emploi par-dessus emploi, sans sécurité. C'est ça, là, la réalité dans laquelle les jeunes vivent aujourd'hui. Puis ça, Jeff, ça a un impact sur la qualité de la vie. Ajoute à ça que depuis le 15 novembre, on a de la neige jusqu'au mi-mollet. Ça aide pas, ça, là. La température, elle n'aide pas. Ça, je l'avoue. La température au Québec, ça n'aide pas. Bon, je vais Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Occident, le problème, puis on s'en rend pas compte, mais il y a une rupture du contrat social entre l'État et ses citoyens. Les citoyens veulent deux choses fondamentales, la sécurité et le bien-être matériel. Puis malheureusement, on doit constater que les pays occidentaux ne sont plus en mesure de garantir à leurs citoyens ces deux besoins fondamentaux-là. Contrairement, puis ça, c'est la raison pour laquelle la démocratie est en déclin depuis les 20 dernières années. Et pourquoi, en parallèle, l'autoritarisme, lui, est en pleine croissance. Pourquoi? Parce que dans des États autoritaires, les gens ont de quoi à manger et on leur assure la sécurité. Le meilleur exemple, là, c'est le Salvador avec Nayib Bukele. Le Salvador, pendant des décennies, là, écoute, c'était l'état de nature, c'était l'anarchie, il y avait des gangs organisés, la criminalité partout. Les gens en ont eu marre. Nayib Bukele s'est présenté en disant « Je vais tout faire pour rétablir la sécurité dans le pays », puis il l'a fait. Les bad guys, là, il les a mis en prison, puis dans le tas, il a aussi envoyé en prison des personnes qui étaient innocentes. Mais aujourd'hui, même s'il a détruit l'État de droit au Salvador, puis le Salvador est en train de devenir un État autoritaire, ben, son taux d'approbation dans les sondages, c'est au-dessus de 80 %. Pourquoi? Parce qu'il a finalement donné aux gens ce qu'ils souhaitaient depuis des décennies et des décennies, ce que l'État démocratique de l'époque n'avait pas été en mesure de leur offrir. Donc, les gens vont peut-être être obligés de réaliser à un moment donné que la démocratie, c'est pas un besoin essentiel. C'est un État autoritaire qui va être en mesure de garantir à ses citoyens ses besoins fondamentaux, ben les gens vont être attirés par ça. Puis c'est ce qu'on est en train de voir depuis les 20 dernières années, un peu partout en Occident. Le problème, c'est qu'un coup que tout ça est réglé, c'est les dérives qui arrivent après. C'est ça, c'est sûr. Mais sur le coup, les gens sont satisfaits parce qu'on leur offre un emploi, on les valorise dans leur emploi, puis on leur offre la sécurité. Si vous allez vous promener en France, historiquement, c'était « allez pas vous promener dans les banlieues ». Parce que vous n'avez pas d'affaires là, ça va mal finir pour vous. Maintenant, c'est dans le centre-ville même de Paris. Il y a des secteurs où on dit aux touristes « n'y allez pas ». Puis les locaux, les résidents de Paris, ils vont même plus parce qu'ils savent qu'ils risquent de se faire détrousser ou sacrer une volée. Puis surtout les femmes qui ne sont pas voilées dans certains secteurs de Paris, comme Porte de la Chapelle, c'est un endroit où les femmes non voilées ne vont plus parce qu'elles vont se faire cracher dessus puis insulter. C'est ça l'état de l'Occident en 2025. Puis ça se répercute dans l'indice de la qualité de vie. Ça va être l'avenir, hein? L'avenir est intéressant. On n'est pas sûr qu'il est rassurant. Merci infiniment de nous avoir parlé, Jeff. Merci. Bonne journée. Bonne journée à toi.